l'heure est grave. Oh, grave. Oh, c'est grave. Les métiers de l'automobile recrutent et personne n'est au courant. Les métiers des services auto, déjà sponsorisent cette vidéo et nous offre un bif maximal. Attends, il y a un problème. Quoi? Déjà on ne sait pas comment faire quand on veut travailler dans la voiture, quand on veut travailler dans le camion, quand on veut travailler dans la moto et dans le vélo, mais ça personne n'en dit. Eh ben nous on vous donne la réponse, les formations des métiers du service automobile, voilà. Et le tout en description. Bon, il y a un site qui vous indique tout. Si vous cherchez un métier lié à tout ça, que ce soit pour entretenir les véhicules, que ce soit pour vendre les véhicules, MSA. Et les métiers des services auto, c'est plein de professions disponibles comme carrossier, vendeur, dépanneur, professeur d'auto-école, ingénieur, il y en a pour tous les goûts. S'il y a un moment où il faut vous lancer, alors que vous posez la question depuis 1000 ans, c'est maintenant. Lancez-vous dans ces formations, lancez-vous, on aura besoin de vous demain. Ingénieur en maintenance des véhicules, manager après-vente automobile, mécanicien automobile. Hop là. Je veux devenir mécanicien auto. Démonteur automobile. Moi j'arrive, je démonte. Camion, bagnole, vélo, jet ski, daronne. Mais. Je vous vois là. Non, tu te rassois. C'est ouvert à tout le monde. Les hommes, les femmes, tous les genres et tous les âges. Les jeunes, les moins jeunes. Oui. Tout le monde peut encore se former. Mais là, tu te dis, les métiers des services automobiles, c'est pas pour demain. Là, Villebrequin, il m'envoie dans un truc où il n'y a pas d'avenir. Ah bah mon pote, évidemment que si. Les peintres en carrosserie, faudra toujours les peinter en carrosserie. Hein. Et surtout, MSA qui sponsorise cette vidéo vous informe que ce n'est pas que de la mécanique sur du V12. Ça peut être de la technologie sur de nouveaux véhicules, de la vente. Et mais ça, tout le monde venait. Tout le monde venait. Et tout le monde, bonne vidéo. Et lave ton cul. Tu me fais un petit clap? Oui, bah oui, hein. C'était vif, hein. Ça sera peut-être un Vultec un peu plus short que les autres, un peu plus petit. Mais parfois ça fait du bien d'avoir un truc un peu plus léger, surtout pour la santé mentale de nos monteurs. Vultec, Aston Martin, bonjour. La Grande-Bretagne a été l'un des pays les plus prolifiques en termes de nombre de marques. Alors aujourd'hui, restantes, il n'y en a plus beaucoup. La Grande-Bretagne a compté plus d'une centaine de marques de bagnoles. Alors parfois tout petit, hein. Mais c'est fou de se dire à quel point en Grande-Bretagne, il y en a eu des marques de bagnoles. En tout cas, aujourd'hui, on va s'arrêter sur la marque Aston Martin. L'histoire n'est pas extrêmement dense, mais quand même, il y a 2-3 trucs à vous raconter. Et cette histoire, elle commence il y a longtemps. Voilà. Et bah voilà. Comment qu'ils s'appellent les deux enculés ? Lionel Martin et Robert Bamford. Lionel Martin. Pour moi, c'est Lionel Martin. Donc c'est Aston Martin. Aston Martin. Ok, c'est Aston Martin, ça Jusqu'à marche. preuve du contraire, c'est Aston Martin. Ok. Aston Martin a toujours été indépendant, sauf quand ils se sont fait racheter. Mais sinon, ils n'ont pas fait partie de gros consortiums, de grands groupes, comme l'a pu l'être MG, Rover, Land Rover, Jaguar. Dans les différents Vultec qu'on vous a fait, on vous a déjà montré que la faillite fait partie intégrante des marques de bagnoles. Aston Martin n'y est pas étrangère, puisqu'elle a failli être en faillite une dizaine de fois dans sa vie. On verra que c'était surtout la merde, souvent. Donc là, c'est quand même l'histoire de la merde, hein. C'est chiant. Toi, t'es bien, tu sais vendre les formats en tout cas. Bon Ça, vendeur, c'est sûr. Et ça commence en 1913. Nous avons deux personnes qui s'unissent pour créer Aston Martin. Lionel Martin et un monsieur qui s'appelle Robert Bamford. Je ne passerai aucun temps sur Robert Bamford parce qu'il se barre très peu de temps après. Et on s'en bat les couilles, vraiment. Donc Robert, salut mon pote. On va s'intéresser à Lionel Martin qui était pilote. À ses heures perdues, il gagne une course. Comment qu'elle s'appelle cette course de merde qu'on en a rien à foutre qu'elle ait... Bah si, parce que c'est le nom Aston. Aston Clinton, en français Aston Clinton. Et donc il a collé Aston et Martin. Aston Martin. Robert Bamford, on a rien à foutre. C'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Rien à foutre, frérot. Le mec il a pas son nom, il a rien dit, il s'est barré. Le Robert, c'est un putain de dictionnaire, alors on avance. On va remettre un truc au centre du village là tout de suite. Aston Martin est né de beaucoup de passion. Et beaucoup de gens ont repris Aston Martin avec un business model qu'on qualifiera de bancal. Je vais dire nul à chier, mais ouais, c'est un bon terme. Je vous explique juste un petit concept qui va expliquer un peu le fond du problème. Quand vous faites des courses automobiles, à haut niveau de surcroît, il y a des prix. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant de la course automobile. Ça existe encore. Par exemple, en Formule 1, quand tu gagnes vraiment des millions. À la base, les prix en course automobile existent pour rembourser les frais et faire en sorte que le cycle perdure. Par exemple, les gens qui organisent la Formule 1 gagnent énormément d'argent en l'organisant et en le monétisant avec les marques, les sponsors et la diffusion. Canal, par exemple, pour le diffuser, c'est des centaines de millions qui payent. Cet argent rentre dans la Formule 1 et la Formule 1 le redistribue en gagnant pour alimenter tout le système et faire en sorte que même à la fin, si tu gagnes beaucoup, tu peux même gagner de l'argent. Ça peut être rentable.
rentable. Mais c'est comme dire, je vais être rentable en allant au casino. Plus facile de perdre que de gagner. Ça aussi, c'est un point commun avec le casino, parce qu'il n'y a qu'une première place. Ouais, c'est pas faux. Les prix étant décroissants, tu te retrouves très vite à pas gagner d'oseille. Et lorsque Lionel Martin et Robert Bamford lancent Aston Martin pour faire de la course automobile, ils se disent on va gagner plein de courses et donc plein d'argent. Et con lui, hein. Ce n'est pas viable, hein. Voilà, comme business model complet, ça marche pas. Et non, hein, parce que même des gens qui gagnent beaucoup, genre Enzo Ferrari, qui a fait sa légende en gagnant des courses, a quand même dû faire des voitures à côté pour survivre. Même quand tu gagnes fort, tu galères. Hein. Quand vous voyez la gueule de Williams actuellement, là, qui est sous perfusion depuis 30 ans, leur modèle économique est vraiment pas viable. Et pourtant, ça n'empêche pas les deux compères de continuer à faire de la course en espérant que ce soit viable un jour. Spoiler, hein, c'était amené à faire faillite très vite. Aston Martin va commencer à faire un petit peu de course et va commencer aussi à faire des records. Ils comprennent que pour faire parler d'eux, faire des records de vitesse notamment est important. Donc ils commencent à faire des modèles dédiés aux records qui ne rapportent pas d'argent. Hein. Mais c'est très bien pour l'image de marque et le marketing. Alors Aston Martin va commencer à fabriquer des dérivés de leur modèle de course pour les vendre à des riches particuliers. Je vous donne une info, entre 1913 et 1924, 12 ans, ils ont vendu 69 voitures. Eh ouais. Ça fait même pas 6 voitures par an. À mon avis, ils avaient vraiment des commerciaux pas top. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de coupes de champagne sorties. Hein. Aïe, je ne sais pas ce qui va se passer, puisqu'ils ont vendu 69 voitures en 12 ans. Je vais devoir vous spoiler l'histoire en 1924, et bah faillite. Ah bah liquidation, la totale, hein, là c'est ciao. Hein. Il y a des gens qui sont tombés de leur chaise. 1924, c'est la première faillite d'Aston Martin. La première sur une longue lignée. C'était que le début des emmerdes. La boîte est reprise par des industriels qui vont refaire faillite 15 mois plus tard. Encore. Un peu plus de 10 ans, ça fait déjà 2 faillites. Hein. Mais attendez, bougez pas, j'en ai d'autres en stock. Faillite en 1925 et entre 1925 et 1947, la boîte sera reprise, revendue, avec une idée exceptionnelle, attention, faire exactement comme ils ont fait juste avant. À chaque fois, personne n'a décidé. Ils se sont dit la recette elle marche pas. Eh ben on va continuer comme ça a l'air super. Je comprends pas pourquoi, parce que oui, la marque avait un peu gagné en course, il y a eu quelques victoires par-ci par-là. C'est pas pour autant que ça en fait une marque prolifique. La preuve, elle s'est pété la gueule 5 fois là, hein, en 30 ans. Moi j'arrive pas à comprendre en lisant et en me renseignant, j'ai toujours pas compris comment personne s'est dit allez on arrête, c'est bon, c'est fini, c'est arrêté. Je pense que beaucoup de gens reprenaient ça en se disant je l'achète pas cher, j'en fais un truc de fou et je deviens riche. Mais comme on l'a vu dans 95 Vultec avant ça, quand c'est pas cher et qu'il y a une faillite, c'est pour une raison quand même. Et il faudra attendre 1947 pour qu'intervienne ce monsieur, David Brown. L'histoire de David Brown est assez simple, ce mec a fait fortune en vendant des tracteurs avec Massey Ferguson. Massey Ferguson qui pour l'anecdote ira rejoindre Carroll Shelby un peu plus tard dans sa vie. Et là, boum, attention, hop là, je veux que tu me fasses 1000 zooms là comme ça. Attention, David Brown, fabricant de tracteurs, est un ouf puisqu'il rachète l'entreprise en 47 et va faire, attention, vous n'êtes pas prêts, c'est un truc de ouf. David Brown va refaire exactement la même chose qu'avant. Tu m'emmerdes. C'est la même merde. Un mec beaucoup trop riche qui veut faire le zinzin avec un joli blason sur des voitures de sport. Avec un succès assez relatif. Mais cette fois-ci, David Brown va ajouter 2 choses. Déjà, un programme sportif sérieux. Les gens avant lui s'engageaient à gauche à droite et essayaient de faire des trucs bof. David Brown, lui, aura les couilles et surtout le portefeuille, maintenant que j'y pense, d'aller vraiment dans les plus hautes catégories et de déglinguer des gens à grand renfort de pounds. Au moins, ça marche. Parce que là, il a gagné au Mans et puis costaud comment il a gagné. Ouais, après, tout marche pas, il a essayé la F1, en fait, non. En fait, David Brown a lancé un programme sportif tellement gros qu'il a commencé à gagner vraiment des courses très prestigieuses dans le monde. Ce qui fait qu'Aston Martin est vraiment monté un cran, mais sur la piste, il faisait vraiment peur. Ce qui, de la part d'un tout petit artisan, parce qu'Aston Martin, je vous rappelle qu'il faisait quelques véhicules par an pour la route, était quand même assez notable. Et surtout, David Brown va se distinguer sur un truc, les modèles de route. Enfin, quelqu'un qui a compris qu'il faut des modèles de route sexy pour faire envie aux gens, pour faire de l'argent, pour soutenir l'effort de course. Donc, David Brown va commencer une lignée en toute modestie avec des voitures qui portent ses initiales. T'as une grosse tête, ouais une grosse tête. Les DB. Ça vous dit quelque chose peut-être là? Ça y est, ça commence à monter. Là, la mayonnaise. Super nickel. David Brown va lancer des voitures à son nom. Après, il le peut, il a acheté la marque, donc en soi, il a le droit. Avec, premièrement, la DB1. Oui, la David Brown 1, quoi. Ça marche, hein. David Brown lancera toute une lignée de modèles portant les initiales DB, avec la DB1, la DB2, la DB4, et même en course avec leur pendant sportif, avec par exemple la DBR1, qui gagnera au Mans en 59, une superbe victoire qui va monter un peu l'image d'Aston Martin très haut. Beneath a seething mass
eager to acclaim a resounding victory. Même si c'était pas très rentable, et il faudra attendre les années 60, notamment en 63, pour qu'Aston Martin dévoile cette voiture. Je n'ai même pas besoin de vous la citer, vous la connaissez parfaitement, vous l'avez forcément vu. Il n'y a pas beaucoup de voitures dans le monde qui sont unanimement reconnues. Alors oui, mais on sait très bien que c'est pas uniquement Aston, hein, c'est pas ça qui a fait que. Je vais aussi vous parler d'une personne qui est importante dans l'histoire d'Aston Martin, et c'est terrible à dire. J'allais vous dire, voici James Bond, mais vous, bon. Oui, bah c'est chiant, ouais. Aston Martin doit beaucoup de sa renommée à James Bond, vous le savez très certainement. James Bond, à la base, c'est des romans. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas. Et dans le roman paru à la fin des années 50 de Ian Fleming, James Bond conduit une Aston Martin. Et en 64 est adapté un film de ce livre, Goldfinger, et la production cherche à donner une voiture à James Bond. Du coup, ça me permet de vous donner une anecdote que vous connaissez déjà très certainement, mais je vous la donne. On est en 64 et James Bond, ça reste une adaptation d'un roman. C'est pas censé être phénoménal comme c'est aujourd'hui. La licence a pris de fou, mais à la base, la licence au cinéma, ils savent pas si ça va marcher. Donc les producteurs essayent quand même de réduire un peu les frais de production parce que ça coûte cher. Et qu'est-ce qui est sorti comme voiture juste en face qui va faire beaucoup de mal d'ailleurs à Aston Martin? La Jaguar Type E. Elle est belle. Hein. Ah bah c'est sympa, ouais. Permet de vous faire un petit pont sur la Jaguar Type E, voiture sportive sortie par la marque Jaguar, c'est bien, vous suivez, super, pensez à vous abonner. Hein. Voiture qui fera écho à la victoire de Jaguar aux 24 heures du Mans où ils défonceront tout le monde à partir d'une invention, les freins à disque. En fait, à l'avant des voitures, vous avez des disques de frein. Bon, bah ça paraît logique aujourd'hui parce que toutes les voitures en ont à l'avant. La Jaguar Type E, quand elle sort, est un raz-de-marée. Parce que la Jaguar Type E est belle à mourir. Et attention, elle est pas belle à mourir parce qu'aujourd'hui, elle a été belle à mourir dès qu'elle est sortie. Elle est extrêmement rapide puisque lorsque la Jaguar Type E sort, c'est l'une des voitures les plus rapides du monde et elle se permet de mettre à l'avant d'une Ferrari aussi bien en accélération qu'en freinage. Même si aujourd'hui ça nous paraît évident d'avoir des disques à l'avant des voitures et des motos, à l'époque c'était que des tambours et le freinage était aléatoire quand même. Là, la Jaguar Type E se permet d'être une voiture qui freine. Qui est bien, hein. C'est super. Quand t'appuyais sur la pédale de frein et que ça mord, à l'époque c'était nouveau. Par contre, ce que j'aime dans l'humanité, c'est qu'on a d'abord cherché des moyens d'aller très vite avant de trouver les moyens d'arrêter d'aller très vite. Moi je comprends surtout toujours pas comment ils réussissaient à faire des 1000 km du Nürburgring avec des freins à tambour. J'arrive pas à comprendre. Bah tu freines pas? T'as prévu de freiner toi? Ah oui, c'est peut-être ça le... C'est juste ça. Et en plus, la Jaguar Type E se permet de mettre tout ça dans un prix contenu. Une Jaguar Type E coûte quasiment 2 fois moins cher qu'une Ferrari de l'époque. En étant belle à mourir, super rapide, super tenue de route. Et le producteur des James Bond se dit mais en vrai James Bond pourrait très bien rouler en Jaguar Type E, que ça ferait très bien. Et la vérité c'est que ça aurait fait très bien. Bien sûr. Les producteurs contactent donc Jaguar en leur disant bonjour, on est la production de James Bond, pour l'instant vous connaissez pas trop mais ça va être un banger, on aimerait bien que vous nous donniez ou au moins prêtiez des Jaguar Type E pour notre film. Ce à quoi Jaguar a répondu MDR non, on a déjà du mal à les produire pour nos clients qui payent, on va quand même pas en donner. Il y a des gens, ils sont pas visionnaires hein. Non, malheureusement. Et si vous voulez l'anecdote, c'est en partie pour cette raison que les méchants dans James Bond, je sais pas si vous avez remarqué, ont des Jaguars. Vous voulez l'anecdote? Il y a une Aston Martin V8 Vantage dernièrement, série spéciale James Bond, qui était vendue avec des barres de toit et des skis jaunes comme James Bond. Un peu stylé, c'est un peu cool. Et à cet appel d'offres, Aston Martin répondra favorablement et prêtera plusieurs modèles à la production. Sauf que, comme ça intervient beaucoup plus tard, eh bien, ça ne sera pas l'Aston Martin qui était décrite dans le livre, mais bien l'Aston Martin DB5, celle du moment. Voiture qu'on voit également dans Camping, et ben non, raté. Coup dur. Et oui, coup dur. Bah, il y a un putain de faux raccord, je comprends pas que personne l'ait capté. Dans le premier Camping, il y a Gérard Lanvin qui arrive avec une DB6, c'est pas une DB5, et il dit dans le film C'est quoi cette voiture là? La voiture de James Bond. c'est pas vrai, James Bond il y avait une DB5 et ça c'est une DB6, c'est la version qui est sortie un peu après, un peu plus grande et un peu plus lourde, donc moins bien. D'ailleurs il y en a une là, DB6. Je vous jure que c'est une Aston Martin, c'est une DB6. Je te dis putain t'as la voiture de James Bond. Non non non, j'ai la voiture de camping. On n'attend pas Patrick? Oui, c'est dommage. Je fais un tout petit arrêt sur la DB5 puisque ça va devenir une voiture légendaire de James Bond. 1, elle est belle à mourir. Et 2, à l'époque, c'était une sacrée sportive quand même. Hein. Sous le capot, on trouve un 600 lignes Atmo de 4 litres de cylindrée et de 286 chevaux. Je vous rappelle que nous sommes au tout début des années 60, quasiment 300 chevaux, ça commence à faire beaucoup.
C'est des puissances qu'on voyait sur les voitures de course de l'époque. Une DB5, ça marche fort, hein. Ça commence à être chouette, ouais. Ça existait en boîte auto, mais apparemment avec la boîte méca, quand elle a la santé et qu'elle est encore en belle condition, apparemment c'est cool à conduire. Je pensais que c'était une grosse GT anglaise. C'est effectivement une grosse GT anglaise. Apparemment, ça te gueule dessus quand même, hein. La Type E est plus typée confort, plus typée enrobage, alors que la DB5, apparemment, ça te tabasse un peu la gueule. J'aime bien le concept. Alors, bien sûr, James Bond ne conduira pas que des DB5 dans sa vie, et d'ailleurs, on va avancer avec une voiture qu'on a vue dans le dernier James Bond. Une V8. Nous sommes donc au début des années 60. La DB5 connaît un super succès, le carnet de commandes est plein, ça se vendra très bien. Sera déclinée la DB6, puis d'autres modèles, et puis plus rien. Au milieu des années 60 et début 70, David Brown se désintéresse un peu de la marque. Les gens aussi. La course devient moins prolifique et Aston Martin gagne moins et la marque meurt doucement. Le mec arrive à faire sortir la marque du nulle part et au moment où ça marche, il lâche l'affaire. Ça, c'est con. J'ai pas trouvé de pourquoi. Moi, j'ai trouvé que, apparemment, quand tu vendais un truc à David Brown, jamais t'avais le chèque. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est grillé un peu partout et c'était chiant parce qu'il pouvait même plus acheter genre des éléments pour la bagnole. Apparemment, David Brown était plus occupé à aller sur les courses automobiles et faire le barbeau que gérer l'entreprise. 2-3 trucs comme ça, quoi, qui font que finalement, à un moment, il en avait ras le cul. Peut-être que tout simplement, il avait tellement d'autres trucs à gérer. Il s'est dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries. Revendu, ciao. Et nous arrivons à la fin des années 60, début 70, très exactement en 71, où David Brown est viré de chez Aston Martin. Le conseil d'administration lui dit, bah écoute David, on t'adore, t'as été un bon gars, t'as même réussi à nous mettre dans James Bond, trop cool, mais là tu fous la merde, donc casse-toi. Tu dégages. Donc en 71, Aston Martin perd David Brown. Et Aston Martin perd du coup les initiales, DB. Donc ils changent tout, hein, ils disent, ok, David Brown a fait son temps, maintenant on change. Et Aston Martin va essayer de changer la gamme, donc ça commence par exemple avec l'Aston Martin V8. En fait, avant c'était la DBS, et puis ils ont enlevé le nom, ils ont mis V8. C'est la V8, ça se vendra pas, hein. Bah ouais. Je sais qu'on n'est pas super bon sur les conseils, pour ça on essaye, hein. Lorsque vous virez le patron emblématique qui a quand même un peu relancé la marque, faites-le quand vous avez déjà prévu le plan après. Parce que si vous avez rien prévu, Ça va se voir. eh ben oui, et puis la faillite revient, hein. Aston Martin n'a absolument rien prévu. Et Aston Martin va continuer à s'engager un peu en compétition, mais pas bien, hein, ça va que perdre, hein. Et Aston Martin va essayer de broder une gamme. Et alors là, on rentre dans le bizarre, les enfants. La DBS, renommée en V8, qui sera vendue comme un nouveau modèle, bof, pourquoi pas si tu veux, mais surtout Aston Martin va lancer ceci, peut-être la voiture que j'aime le plus au monde. Voici l'Aston Martin Lagonda. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, non, alors qu'est-ce que tu l'adores? Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est autre chose. Mais est-ce que tu l'adores? Oui. T'aimes pas? Bah évidemment que non, c'est immonde. Mais j'aimerais bien la rouler. Mais c'est ignoble. Il y a Tick Ford qui en a fait une version sport. Mais ça n'a aucun sens, t'as même pas expliqué la jeunesse de Lagonda, qui a quand même un petit début à la base avec ses grosses berlines, justement, tout ça, c'était le concept, quoi. Et donc ils en sont revenus à ça avec cette merde. Nous sommes au milieu des années 70, Aston Martin va très mal, ils ont perdu David Brown, et Aston Martin se dit, bon, comment qu'on fait de la thune pour éviter d'avoir la faillite? Elle est en route là, elle est vraiment sur la rocade, elle prend la sortie, elle est là, elle arrive vraiment dans 15 minutes. Aston Martin va essayer de broder un truc avec ce qu'ils ont. Ils ont une gamme vieillissante, ils ont des moteurs chouettes, mais qui commencent vraiment à traîner la patte par rapport aux autres, et ils ont surtout beaucoup de trous de gamme, c'est-à-dire qu'Aston Martin sait faire des petits coupés sportifs, mais c'est fini en fait. Et à l'époque, la mode, c'est les grandes berlines. Donc ils voient Mercedes qui fait des berlines de folie et c'est trop cool. Ils voient les autres marques anglaises qui font des berlines de folie et c'est trop cool. Et Aston Martin, ils se disent, bah moi aussi, je vais faire une berline de folie, machin. Et je vous rappelle que nous sommes en Angleterre. En Angleterre, il y a des mots dans certaines autos qui sont interdits. Pardon, le sport? Et Aston Martin, à l'époque, a une image plutôt sport. Non! Haut de gamme, mais pas non plus phénoménal. C'est pas du luxe. Aston Martin farfouille et tombe donc dans ses anciens trucs sur Lagonda, un truc qu'avait acheté David Brown 15 ans plus tôt. À la base, il l'avait acheté pour une usine et des brevets. Et ils se sont dit, tiens donc, on peut peut-être en faire une marque et c'est comme ça que sortira ce modèle, l'Aston Martin Lagonda. Ils voulaient en faire une nouvelle marque et comme il n'y avait qu'un modèle, elle s'appelait la Lagonda. Même si après, à terme, on a fini par la renommer la Aston Martin Lagonda puisque ça a été la seule Lagonda. Quand ça marche pas, hein. Pour beaucoup de raisons évidentes, ça a pas marché, hein. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi la Lagonda Taraf, mais qui n'est pas été vraiment d'origine Lagonda. C'est Aston Martin qui a ressorti ce nom sous les pas. Mais par contre, elle est magnifique la Lagonda Taraf. Oui, mais t'as un problème à partir du moment où tu trouves la Lagonda magnifique, de toute Elle est façon. superbe la Taraf. Aston Martin sort donc ça, la Lagonda. C'est la foire à la saucisse cette voiture. J'essaie de te trouver une analogie pour que tout le monde comprenne bien. L'image suffit, hein. À mon avis, vraiment, hein. L'image de la Lagonda suffit, hein. Tu veux une plante chez toi, tu as la main pas verte, tu évites de prendre en prochaine plante un bonsaï qui est connu pour être ultra relou en termes d'entretien. Tu prends genre une fougère, le truc qui survivra quoi qu'il arrive.
arrive. C'est très précis comme image. D'autant plus une fougère, c'est pas si facile à entretenir que ça. Tu Alors sauras. du lierre ça poussera quoi qu'il arrive. Ou évitons de sortir cette merde. Aston Martin se dit, viens, on va lancer un truc différenciant par rapport aux Allemands et vraiment l'une des plus belles berlines de notre époque avec le plus de luxe, le plus de motorisation, le plus d'options et le plus de modernité. J'y arrive dans une seconde. Il y a plusieurs anecdotes. Déjà le logo, c'est globalement le même logo mais avec un fond rouge, donc preuve qu'ils voulaient vraiment dissocier les marques et il n'y en aura qu'une comme ça, elle est là. Mais parce qu'à la base, la Gonda, c'était des grosses berlines luxueuses. Donc ils ont quand même essayé de partir de cet ADN-là. Est-ce que c'était une bonne idée? Ça, c'est une autre débat. C'est un peu raté. Hein. L'Aston Martin Lagonda est un condensé de quasiment 5,30 m de pur anglicisme. À l'intérieur, c'est que du cuir et du bois, mais quasiment à en vomir tellement c'est caricatural de l'Angleterre. Et surtout, l'Aston Martin Lagonda est un énorme veau. C'est motorisé par un V8 de quasiment 300 chevaux, ce qui était pas si commun à l'époque, encore une fois. C'était quand même correctement motorisé, mais surtout le tableau de bord. Ouais. C'est l'une des premières voitures à utiliser à la place des compteurs des télévisions cathodiques. Wow. Quand tu la démarres, t'as vraiment le truc des TV cathodiques avec le ch'tup. Mais c'est trop cool. C'est trop con. On est à très peu de lettres. C'est une connerie, hein. C'était pas bien, même qu'ils l'auront corrigé assez rapidement, ce qui fait que les phases 1 avec l'intérieur cathodique est devenu ultra rare. Il y avait des touches sensitives. Tu sais, aujourd'hui, Mercedes et tout, ils spignolent sur les volants sensitifs. La Roma, Ferrari Roma, oui, notre volant. Bah d'ailleurs, ça marche pas non plus sur la Roma. Donc Oui, comme et ça, bah au moins... ça marchait déjà pas dans la Lagonda. Par contre, c'était des vieux systèmes, tu sais, le plastique qui se déformait, ça faisait trop bien. Et ben, sur plus de 10 ans, quasiment 600 exemplaires vendus. Oh la vache, mais c'est nul. C'est pas trop mal quand tu vois la gueule que ça. Oui. Il y a une version break, la Lagonda. horreur. Regarde, mais putain, mais moi qu'elle est belle. Bon bah sans surprise, hein, ça a été un échec. Hein. Mais alors un échec, les enfants, genre Aston Martin était dans la merde, a failli couler en partie à cause de ça quoi. Et entre 71 et 87, la marque sera revendue, rachetée, revendue, rachetée, revendue, rachetée. Beaucoup de fois au point que Aston Martin a été en faillite encore plusieurs fois dans cette période-là. Donc autant vous dire que c'est pas top. Surtout l'image d'Aston Martin commence à baisser puisque Aston Martin n'est plus présent en course, c'est-à-dire qu'on les voit plus du tout. Et en plus, les produits qui sortent des usines d'Aston Martin sont des merdes. C'est fabriqué avec le cul, c'est pas fiable. Ça avance pas, ça consomme. C'est de la merde. Les technologies sont à la ramasse et en fait les autres concurrents sont en train de les mettre à l'amende totale. La Lagonda n'est qu'une cible de plus sur le tableau de chasse des Allemands et puis c'est pas avec ça qu'ils ont fait la différence. Ça c'est une Aston Martin Virage. Ils se disent la Lagonda a pas marché. On est tous d'accord? Oh oui, oh. On est tous d'accord. La V8, plus personne en veut. Qu'est-ce qui se vendait avant qui marchait à peu près bien? Les grands coupés, un peu sportifs, un peu GT. Cool. Voici l'Aston Martin Virage. J'ai découvert cette voiture dans Gran Turismo, ce qui a été présente dans Gran Turismo. Pendant longtemps, comme il n'y avait pas internet quand j'étais gamin, j'ai cru qu'ils s'étaient trompés. Internet. Très marrant. Ça ne ressemble pas à une Aston Martin, une Virage. Moi, ce que je trouve qui est très révélateur, c'est que quand on arrive à te frayer un chemin dans un jeu vidéo et qu'il y a des gens, certes très jeunes et peut-être un peu cons, pensent que c'est une erreur, c'est qu'il y a un problème quand même. Hein. Et surtout, Aston Martin Virage est symptomatique de cette phrase qui est très triste mais très vraie. C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Prenez Aston Martin Virage. Elle possède un V12 biturbo, une puissance énorme, un poids énorme, un luxe énorme, comme une Bentley Continental GT, à la nuance qu'il y en a une qui s'est vendue à 60 000 exemplaires et l'autre à moins de 1000. Quand tu vois la Virage, tu te dis évidemment que c'est un flop, évidemment qu'Aston Martin n'a rien fait, mais ils ont juste repris la même recette qui a très bien marché chez Bentley. C'est pas juste. J'aimerais qu'on remette en avant l'Aston Martin Virage, qui n'a pas réussi mais qui a essayé. Et même en version Le Mans, il y a eu jusqu'à 600 chevaux. Alors vous dites 600 chevaux, oui je sais bien. Une C63 aujourd'hui a plus de 600 chevaux. Je vous rappelle que nous sommes au milieu des années 90 et qu'une McLaren F1 fait un tout petit peu plus de 600 chevaux aussi. Et la McLaren F1 était la voiture la plus rapide du monde. Coupé, luxueux, confortable, capable de voyager avec 600 chevaux dans les années 90, c'est énorme. C'est bien de remettre dans le contexte que quand Aston Martin sort ça, c'est couillu et un échec. Petite faillite, tu prendras une petite faillite? Allez, une petite faillite parce que c'est que la 489e. Eh ben, petite faillite, allez, c'est parti. Allez. Tu prendras une faillite, option Coca Zéro, s'il vous plaît. D'accord. Je sais pas, peut-être qu'ils faisaient des réunions chez Aston Martin. Non, alors à mon avis, justement, c'est symptomatique du fait qu'ils ne devaient pas faire de réunion. Et on arrive en 87. Aston Martin est dans la merde une fois de plus et il faudrait un miracle pour faire en sorte qu'Aston Martin se relève. Un miracle arrive en la personne de Ford. Ford en 87 se rend compte qu'Aston Martin c'est la merde et Ford est pas contre racheter un petit constructeur avec une belle image, racheter quelques usines, racheter quelques salariés et se dire tiens donc on va essayer d'en faire quelque chose à pas cher. Encore une fois, Aston Martin aurait été finalement pionnière sur ce qu'a fait Volkswagen quelques années plus tard avec Bentley, Lamborghini entre autres. Ford rachète en 87 Aston Martin et rachète aussi en 90 juste après Jaguar. Et je vous parle de Jaguar pour une raison, c'est que Ford au début lorsqu'ils reprennent Aston Martin,
Martin. Ils remettent un peu à flot la gamme existante, c'est-à-dire ils essayent de retoucher 2-3 trucs, et ils y touchent pas trop. Non, je ne crois pas, non. Ils y touchent pas trop, parce qu'ils se rendent bien compte que pour faire en sorte qu'Aston Martin revive, faut en faire un truc vraiment grandiose. Un truc qui casse la continuité avec ce qui a été fait avant. Mais ils sont partagés avec un autre truc, c'est qu'ils ont pas envie de mettre d'argent. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Moi je veux bien qu'Aston Martin revive, mais avec 0 €, s'il vous plaît. Genre vraiment le moins possible. Ouais, pas trop cher quoi. Enfin, faudrait pas non plus. Faudrait pas que ça me coûte trop d'argent. Et il faudra attendre 93 pour que Ford se pose par terre et se dise ok, qu'est-ce que les gens ont aimé dans les modèles Aston Martin qui sont sortis? Allez, on cherche tous dans les commentaires. C'est un épisode participatif, d'accord? C'est dommage qu'il n'y ait plus les clics là, comme il y a... C'est vrai, les petites fiches là. C'est vieux ça, hein? Oula. Qu'est-ce qui a trop bien marché avec la DB5? Trop bien marché. Alors déjà James Bond. Et puis le fait que c'est un petit coupé qui marche fort. Et qui est beau. Non, c'est vrai, t'es beau, quoi. Ah bah oui. C'est simple, mais personne n'avait capté avant. Vient des gens fait une voiture belle. Et la technique, les gens le pardonneront si la voiture est belle à tomber par terre. Et ben voilà. Voici l'Aston Martin DB7. Ford se dit, le moment où Aston Martin a le mieux marché, c'était sous David Brown. Donc on va reprendre les initiales DB pour la nouvelle. Ça s'est arrêté à 6, ça sera la 7. Et on va prendre un designer en pleine ascension à l'époque, très à la mode, et qui va signer l'un de ses plus beaux dessins avec la DB7. Elle est mignonne. Alors, À l'époque, elle était mignonne. Moi, je trouve qu'elle a quand même bien vieilli, hein, ouais, celle-là. c'est- Waouh. Alors ça c'est vraiment dommage parce que ça ne rend vraiment pas hommage au travail de Ian Callum qui a fait un super boulot et on l'a vu sur ta XK puisque c'est la même personne qui a dessiné ta XK. Tout à fait. Tu imagines que tu possèdes la descendante de la Type E, tu l'as même pas dit. Parce que j'en ai rien à foutre. Il sait faire des trucs superbes. Il a dessiné la F-Type. Et elle est magnifique, élue voiture la plus belle pendant au moins 2-3 ans. Il sait faire des jolis dessins et c'est dommage parce que la DB7 lui rend pas hommage parce qu'elle a très mal vieilli. Mais à l'époque quand ça sort, je m'en souviens de la DB7. Je trouvais ça sublime. Et j'étais pas le seul. Hein. La DB7 a tombé par terre en termes de ligne et la DB7 propose à peu près les trucs qui faisaient que ça marchait. Donc un coupé performant, alors au début pas trop, mais j'y arrive. Propose une ligne à tomber par terre, propose un intérieur purement british et propose un rapport qualité-prix pas si mauvais à l'époque, avec un joli blason et Aston viendra se repositionner face à des gens comme des Porsche par exemple, où vous aviez à l'époque le choix entre une 911 et une belle Aston Martin. Et le pire c'est que ça marche, parce qu'effectivement les gens ne regardent pas la technique. Comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, Ford ne voulait pas trop mettre d'argent. Le rat, C'est-à-dire que Ford, pour créer la DB7, prendra la base la plus approchante qu'ils avaient et qui pouvait supporter cette carrosserie, c'est-à-dire la Jaguar XJS. C'est pour ça que je vous parlais de Jaguar à l'instant. Ils ont juste pris la XJS qui apparemment est une daube. Genre c'est pas très bien à conduire, hein. C'est un peu lourdingue. Ça m'étonnerait pas. On vous parlera peut-être de la XJS un jour, un peu plus longtemps. Mais si je vous dis que la XJS était déjà dérivée de la Jaguar Type E, la DB7 repose sur une plateforme qui techniquement a une trentaine d'années au compteur. Le moteur, vous allez me dire peut-être qu'il est un petit peu sympa, un peu ressort. Pas du tout. Il vient de chez Jaguar aussi. Et en plus, c'est pas performant, hein. Ça fait 300 chevaux, mais super lourd, donc c'est pas top, hein. Et pourtant, ça se vend bien. Et surtout, Ford est content puisqu'ils arrivent à faire en sorte que la voiture se vende bien sans mettre beaucoup d'argent. très proche de l'homme. Ford se rend compte que la DB7 marche bien et donc Ford se dit tiens, on va sortir cette voiture, la Jaguar XK, qui est une DB7, qui est une Jaguar. Et oui. Pas cher, hein. Sauf que la Jaguar XK est motorisée par un V8. Un V8 qui est finalement plus performant que l'Aston Martin DB7. À la boulette. Et Ford se dit, merde, on va quand même pas s'auto-concurrencer. Et surtout, Aston Martin mériterait bien un V12. Qu'à cela ne tienne, Ford va prendre son V6 qu'il a dans sa gamme, qu'on retrouvait d'ailleurs dans la Mondeo ST220. Ils vont en coller deux. Donc t'as un V6 et ils font V12 pas cher, qui fera de l'Aston Martin DB7 Vantage la première Aston Martin V12 de son histoire, avec un V12 de quasiment 6 litres de cylindrée. Et à l'époque, 420 chevaux. Alors, même à l'époque, c'était pas fifou. Surtout que dans la gamme Aston, il y avait quand même des voitures de 600 chevaux. Mais c'était quand même un V12 pas trop cher par rapport aux concurrents. Et puis surtout, le bruit, hein. Le bruit, encore aujourd'hui, mais à l'époque beaucoup, était quand même un sacré argument. Et la DB7, c'est mon premier V12 que j'ai essayé. C'était mon directeur de là où j'ai fait alternance, qui avait une DB7 Vantage. Très belle, vert anglais, intérieur crème. C'était une 420 chevaux, après il y a une 450. Et c'était l'époque où j'avais mon Boxster S 986. Ça marchait mieux dans mes souvenirs.
Et bah tu sais quoi? Et bah un Boxster ça marche quasiment aussi fort qu'une DB7. Ça m'étonne très peu, hein, c'était un âne mort. Et oui, c'est drôle d'avoir 2 fois la puissance, 2 fois la cylindrée, 2 fois les cylindres, et de marcher à poil plus fort. Et avait les boulins. Je vous parle surtout de la DB7 pour 2 raisons. Déjà, le côté purement pragmatique des ventes, la DB7 se vendra à plus de 7000 exemplaires, ce qui en fait un banger. Hein. Quand tu sais que depuis leur création, ils avaient vendu, y compris les 7000, 20 000 voitures, 7000 ça cause. Ça fait plaisir. À relativiser avec les 60 000 Continental GT qui sont sortis, ils en ont vraiment vendu des pelles. Ah bah les Conti GT, ouais, ça s'est vendu. Hein. Et la deuxième chose, c'est que la DB7, en plus de sauver Aston d'une faillite prochaine, va propulser Aston Martin sur le plan des voitures qui comptent, sur le plan des marques qui existent. À l'époque, Aston Martin n'existait pas vraiment, c'était pas un choix en fait. Quand vous aviez 200 000 balles à claquer dans une voiture, vous alliez chez Porsche, chez Ferrari, mais vous alliez jamais chez Aston Martin. Mais non, pas du tout. Et c'est tellement cool que la DB7 sera remplacée par cette voiture, la DB9. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Là, on commence à causer, là. Le pire, c'est ce qui est fou, c'est que la DB9 a vraiment 20 ans de dessin et elle est peut-être toujours aussi belle. C'est l'exception qui confirme la règle dans la beauté. Elle a jamais été moche. On reprend une ligne modernisée, cette fois-ci dessinée par un autre designer qui s'appelle Henrik Fisker et qui est également une frappe. Hein. Henrik Fisker est trop fort en design et pour l'anecdote, Henrik Fisker ira créer sa propre marque quelques années plus tard qui s'appellera Fisker et qui sera un bide à couler. Et surtout la DB9 est en cela supérieure à la DB7. Le V12 devient un poil plus moderne et un peu plus puissant au passage. Mais surtout, la DB9 repose sur une plateforme entièrement nouvelle, principalement à base d'aluminium. Ce qui fait, pour la première fois, mesdames et messieurs, de l'histoire d'Aston Martin, de la DB9, une voiture qui tient la route correctement, mais oui! 90 ans pour faire une voiture qui tient le parquet. Et ce qui sera marrant le jour où on essaiera une DB9, c'est de montrer qu'en fait c'était même pas si bien. C'est-à-dire que ça commence à tenir le parquet, mais ça reste un char d'assaut. Putain, bravo Aston Martin. C'est beau d'avoir survécu autant de temps en ayant rien à foutre à ce point. Après, en attendant, l'Aston Martin DB9, c'est 13 000 exemplaires vendus, ce qui en fait quand même un banger. Hein. Et oui, ce qui en fait encore une sacrée vente, hein, putain de merde. La Gallardo, c'est quand même 14 000 exemplaires vendus, et jusqu'à que le Russe arrive, mais encore un jour, la plus grande vente de Lamborghini. Donc franchement, 13 000 exemplaires, c'est vraiment chouette. J'avance un peu dans l'histoire, je parle au passage de la V8 Vantage, pour la simple et bonne raison que c'est aujourd'hui l'Aston Martin la moins chère du marché. Et c'est un peu cool de se dire qu'on peut rouler dans une très belle Aston Martin pour pas cher, même si tous les sous-bassements sont en fait originaires de Jaguar. Et j'en profite pour faire le pont, puisque c'est tout à fait à cette époque que Ford vend Jaguar et vend Aston Martin. Quoi? Sire? Comme des malpropres, hein, c'est-à-dire 2007, ils font oula, c'est la merde, hop là. Enfin, Aston Martin se retrouve tout seul et va se retrouver vraiment dans la merde puisqu'ils peuvent plus partager les savoir-faire avec Jaguar, qui leur a sauvé le cul un paquet de fois quand même. Hein. Et se retrouvera dans la merde, c'est que Ford injectait quand même des gros billets pour faire en sorte qu'elle tienne debout. Quand Ford vend Aston Martin, c'est la première année où Aston Martin est profitable en 2007. C'est-à-dire que vraiment Ford, ils ont remis à flot Aston Martin finalement, en les aidant excessivement. Des billets, ça commence des billets. enfin à être bénéficiaire. Et là ils se disent, bon, ouais, bah, en fait on a trop besoin d'oseille, il faut qu'on vende. Et hop, ça dégage. Casse-toi. Et ça, c'est mauvais move. Hein. Ça aurait pu être une marque de folie Aston Martin à cette époque-là, c'est juste qu'ils ont give up le truc, ils ont abandonné le truc. Quand on a besoin de liquidité, tu sais. C'est une affaire qui sera reprise par ProDrive. ProDrive qui est une écurie automobile et un préparateur. La ProDrive, c'est la course, hein. C'est prépa, vroom vroom, tutut. Hein. ProDrive est une écurie de course et ProDrive va reprendre Aston Martin. Alors autant ProDrive, je les adore, hein. Ils savent faire comment aller vite. Après, gérer une marque, bof. Et surtout, ProDrive se retrouve face à deux problèmes. Un, il y a un problème d'image. On arrive en 2007, 2008, 2009. L'automobile commence à fortement évoluer avec beaucoup d'électronique à l'intérieur, beaucoup d'infotainment, les écrans, les trucs comme ça. Et ProDrive n'a pas les moyens de développer ça. Ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire l'Aston Martin 177. C'est pas une réponse. C'est bien, Timothée, c'est super. Tu as effectivement fait un dessin. Sauf que nous sommes en cours de musique, Timothée. Je te demandais un air à la flûte, pas un dessin. 177 qui sera un concept car qui sera finalement produit en série à 77 exemplaires, d'où le nom. Qui sera l'Aston Martin la plus puissante jamais fabriquée jusqu'à il y a très peu avec la Valkyrie. Un peu cool, 750 chevaux, plus de 7 litres de cylindrée et un bruit à tomber par terre.
J'espère que ça existe, des bruits de 177, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, la 177 se veut surfer sur la mode, comme a fait Ferrari et surtout Lamborghini, de lancer des one-off, c'est-à-dire des petits projets comme ça, comme a fait Lamborghini avec la Reventon par exemple, c'est exactement ça. Ils prennent une base existante, tu foutent des trucs un peu sympas et puis ça fait 177. C'est super chouette pour faire parler de soi, c'est pas super chouette pour vivre. Oh, c'est con ça! Toujours pareil, hein, même rengaine, hein, vraiment, faut pas faire ça. Hein. Et nous arrivons en 2011, ProDrive a déjà la marque depuis 5 ans, ça va de moins en moins bien puisque tout est vieillissant. Et ProDrive a surtout un gros problème. C'est peut-être le passage que j'adore dans l'histoire d'Aston Martin et c'est d'autant plus triste. Aston Martin en 2011, dans ses étagères, ils ont quoi? Une belle base aluminium, une grande voiture, très chouette mais extrêmement coûteuse à produire. Donc pour les marges, c'est pas terrible. En termes de moteur, ils ont quoi? Le V8 Jaguar qu'ils ont uniquement le droit de mettre dans la V8 Vantage, donc ça sert à rien. Et le V12 qui est dans la DB9, qui est super chouette, Asla qui marche pas si fort, qui consomme de fou et qui pollue de fou. Et en 2011, ceux qui gèrent la régulation sur les bagnoles en Europe, notamment en termes de pollution, commencent à mettre des normes, et notamment une norme qui est une moyenne d'émissions de CO2. Tout ce que vous avez vendu doit avoir une moyenne de tant de grammes de CO2. Je crois qu'actuellement, si je dis pas de conneries, on doit être à 96 grammes de CO2 en moyenne. Et si ta moyenne fait plus de CO2 que ce que la norme autorise, tu payes des amendes de fils de pute. Eh oh, tu te calmes, on a un standing, hein. Ça se compte en centaines de millions. Et en 2011, cette moyenne va commencer à tomber sur le nez d'Aston Martin, puisqu'Aston Martin fait partie des constructeurs qui produisent trop de véhicules. L'Europe accorde une dérogation pour les petites marques qui produisent très peu de véhicules. Mais comme je viens de vous le dire, Aston Martin, ils vendent beaucoup de DB9 et beaucoup de V8 Vantage. Donc ils doivent se conformer à cette moyenne. Et dans leur gamme, il y a un V8 très vieux qui pollue beaucoup et un V12 très vieux qui pollue beaucoup. C'est-à-dire qu'Aston Martin se fait baiser parce qu'ils vendent trop. Aujourd'hui, les constructeurs ont différentes méthodes pour éviter cette moyenne qui peut être parfois vraiment douloureuse, notamment en rachetant des crédits CO2 à d'autres marques. Par exemple, Tesla, vu que leur gamme fait 0 g en moyenne, puisqu'il n'y a pas de thermique, est connue pour vendre tous ces crédits CO2, puisqu'il n'y a pas de raison. Eux, ils auraient techniquement le droit de polluer, puisque les autres marques ont le droit de polluer. Ça, c'est vrai, ça. Par exemple, Ferrari, ils achètent des bons CO2, ça s'appelle, à Tesla pour avoir le droit de continuer de faire des Ferrari. Comme ça, ma Ferrari pollue plus, parce que Tesla pollue moins. Ouais, non, mais c'est bien fait. Hein. C'est bien foutu, hein. Ouais. La vignette critère, ce business. Eh ouais, mais c'est un business, hein. C'est le business du CO2 en fait. Oh. En 2011, ça n'existe pas. En 2011, tous les constructeurs ont besoin d'atteindre la moyenne. Et en 2011, rappelez-vous, hein, les voitures électriques, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a du CO2. Personne n'a de crédit CO2 avant. Ce qui fait que Aston Martin se retrouve face à un problème majeur. Comment qu'on fait? Parce que le mur, là, qui arrive dans un an, c'est-à-dire ce que l'Europe va nous mettre dans le cul, ils n'ont pas les moyens de les payer. En fait, ils peuvent agir de 3 façons. Soit ils réduisent la moyenne de CO2 de leur gamme. Comment tu fais? Faudrait développer un nouveau moteur. Et ils n'ont pas l'argent de développer un nouveau moteur. Développer un nouveau moteur, je vous le dis, mais en général, il faut compter 1 milliard. Hein. Ils peuvent racheter des moteurs à d'autres marques. Sauf que rappelez-vous, en 2010, Aston Martin fait peur. Aston Martin fait peur à Porsche. Aston Martin fait peur à Mercedes. Aston Martin fait peur à Lamborghini. Personne ne veut vendre de moteur à Aston Martin. Je vais pas motoriser quelqu'un qui peut me faire mal. Autant le laisser couler tout seul. Et surtout que pour vous ayez l'information, effectivement, le crédit CO2, il est valable dans les groupes. Une marque comme Lamborghini était dans le groupe VAG, enfin Volkswagen, donc c'est pas grave pour elle. Donc toutes ces marques-là, Porsche, etc., c'était ok, ils étaient safe. On peut vendre des Murcielago puisque Volkswagen vend des Polo diesel. Aston Martin, ils sont tout seuls. Et il ne reste plus qu'une solution à Aston Martin pour ne pas frapper le mur, c'est sortir un nouveau modèle qui pollue moins, pour baisser leur moyenne. Alors si, il y a un choix que j'ai pas mesuré, moins vendre. C'est chiant pour une boîte qui veut marcher dans le capitalisme, tout ça quoi. Ils auraient pu, ils augmentaient les prix, ils augmentaient la rareté, il y avait un truc à faire. Mais c'était risqué. Et ben ils ont choisi un truc encore plus risqué. Je vous présente l'Aston Martin Signet. Aston Martin est tellement emmerdé, là, tellement dans le cul, qu'ils se disent ok, il faut qu'on intègre dans notre gamme une voiture qui ne pollue pas. Une voiture qui ne pollue pas ne peut pas, par définition, être une sportive, être un coupé performant. Ça serait forcément une petite voiture qui ne pollue pas. Et cette voiture ressemble trait pour trait à la Toyota IQ. C'est normal, c'est une Toyota IQ. C'est une solution comme une autre. Effectivement. Vous spoil la fin de l'histoire. Hein. Tout le monde a craché sur la gueule d'Aston Martin. Ils se sont dit, plutôt que vendre moins, on va vendre plus. Donc on va sortir un nouveau modèle qui nous fera vendre plus. Et en plus de gagner sur la vente du modèle, on va gagner sur la moyenne de CO2 et pas payer l'amende. Sur le papier, l'équation est 100% gagnante et de toute façon, je vous le rappelle, Aston Martin l'avait dans le cul quoi qu'il arrive. Donc il fallait faire quelque chose et Aston Martin ira taper à la porte de Toyota qui n'avait pas peur d'Aston Martin. Dans leur gamme, il n'y a absolument rien qui ressemble à une Aston et Aston ne peut pas faire de mal à Toyota. Aston va venir donc tout penaud voir un fabricant de petites voitures et leur dit bonjour, je veux vous racheter des IQ pour la brander Aston Martin et c'est ainsi que ça donne la Signet. Alors c'est rare du coup, hein, par la force des choses. Hein. Moins de 800 exemplaires, la première année 150. J'écoute. Et principalement pas en France. J'écoute. Donc c'est très rare. J'écoute. Cette voiture est remplie d'anecdotes et de trucs vraiment fous. La Signet pourrait être plus puissante que l'IQ pour la distinguer, tu mets 150 chevaux dedans. Mais plus puissante, c'est plus polluante. Plus polluante, ça marche pas. Donc ils ont été obligés de garder la puissance de l'IQ.
Et tout ça, évidemment, dans un tout petit peu plus bel écrin. L'intérieur il est chouette. Ouais, voilà, exactement. Pour, évidemment, beaucoup plus cher, mais on vous en parlera peut-être plus en détail. Ils ont fait comme Porsche, tout est en option, ce qui fait que la plupart des Signet qui sont sortis valaient plus de 50 000 euros hein, quand même. Mais en soi, ça va pas! Ce qui fait un budget pour une... Merde. L'échec a été tellement fort qu'ils ont même été la première année pour essayer de la diffuser, hein, à l'offrir. Si vous achetiez une grande Aston Martin, vous aviez offert une petite Signet assortie. C'est stylé. Le discours commercial était fou. T'as des brochures où ils mettent les deux voitures ensemble et en fait ils distribuaient ça à Monaco. Parce que tu sais, à Monaco tu peux pas te garer. C'était trop malin. Objectivement, c'était hyper malin. Et puis au pire, toi t'achètes la grosse, l'autre pour ton gamin. Enfin, ça marche quoi. Papa et son fiston à Monaco. Ça n'a pas marché, hein. Les gens l'ont surtout pris comme un foutage de gueule et surtout l'image d'Aston Martin en a beaucoup pâti. La réponse à tout ça, l'humour anglais. Toujours le mot pour rire. Ils auraient pu avoir sur le moment viendra quasiment 10 ans plus tard. Aston Martin et les délais, puisque pour anecdote, il y a eu une Signet V8 que je trouve incroyable. Ah bah oui, c'est une belle Et il idée. y a un exemplaire qui marche et qui a fait Goodwood. Hein. Après, la seule nuance, c'est que le modèle V8, c'est 2018 et la Signet était déjà plus commercialisée. Donc pourquoi? Sur le papier, l'Aston Martin Signet est peut-être la meilleure des Aston Martin, puisque c'est celle qui a essayé de faire survivre les autres grâce à son niveau de CO2 réduit. Ça n'a pas marché. Tout ça pour vous dire que finalement, ils ont acheté les moteurs AMG. Ah bah c'est super. Aston Martin est venu pleurer très fort auprès de AMG. Et en échange de parts dans Aston Martin, en plus de payer, hein, ils sont gagnants partout, ils ont trouvé le moyen de s'alimenter en moteur AMG. C'est pour ça que maintenant, toutes les Aston Martin qui sortent depuis 2017 sont motorisées par des moteurs AMG. Donc quand c'est des V8, c'est le V8 4 litres biturbo qu'on retrouve d'ailleurs dans ma C63. C'est un peu plus suggestif et qu'on retrouve dans la V8 Vantage quasiment telle quelle, puisque c'est la version 510 chevaux et quasiment 700 Newton. Dans les modèles V12, c'est des V12 dérivés AMG aussi. Aujourd'hui, Aston Martin a même le droit d'utiliser des variantes des moteurs AMG qui n'existent même pas chez AMG. C'est-à-dire que le DBX en 707 utilise une variante du V8 4 litres qui n'existe pas chez AMG, purement thermique. Ça existe plus puissant, mais en partenariat avec l'électrique, en hybride. On en arrive à l'histoire moderne d'Aston Martin. Qu'est-ce qu'Aston Martin aujourd'hui? En 2020, l'Aston Martin Victor, quand ils l'ont présenté en concept car, c'est-à-dire en un exemplaire, hein, vous avez été à 150 millions à nous envoyer le message allez l'essayer. Eh oui, mais on n'est pas super car Blondie du coup. Qu'il essaye même pas, elle la filme à Ah l'arrêt. oui, par contre, ah oui, non mais bien sûr. Je vous le dis, hein, ils savent pas qui on est. Hein. Il y a même des marques françaises qui savent pas qui on est. Impossible, mais voilà, vous l'avez. L'Aston Martin Victor, qui s'appelle Victor en hommage à Victor Gauntlet, qui a été l'un des patrons d'Aston Martin. Et je trouve l'Aston Martin Victor vraiment très joli. J'aime beaucoup, je reconnais. Moteur AMG, très chouette. Donc ça fait enfin des Aston Martin fiables. Pardon. Vas-y, mais meurs. Un enfer. La gamme Aston Martin a été intégralement refaite depuis 2017. Et notamment le dernier modèle qui vient de tomber, là, la DB12, qui est une belle évolution de la DB11, pourquoi pas. Et pendant que le V12 disparaît de chez Aston Martin, c'est aussi un vrai programme sportif avec ce monsieur, Lawrence Stroll, qui a repris la marque il y a quelques années seulement, donc c'est vraiment tout récent. Lawrence Stroll est un milliardaire canadien. Il paraît, surtout quand tu vois comment se comporte son fils, que c'est un gros trou de balle. Pardon, évidemment, est-ce que ça surprend des gens qu'un multimilliardaire soit un énorme enculé? Pardon, mais Mais tu peux être gentil dans la vie. Pas quand t'es multimilliardaire, c'est que t'as écrasé la moitié de la gueule des gens que t'as côtoyés. Milliardaire, je vois pas comment tu peux arriver à ce stade sans être un enculé. Sois pas grossier. Pardon, monsieur Stroll, vraiment on peut être amis quand même. Hein. Ça, mais ça me va vous très bien. Vous Hein. pouvez nous prêter des caisses, c'est pas le Franchement, on peut problème. être potes de fou quand même. Hein. Alors Lawrence Stroll a repris Aston Martin, injecté des billets de folie et il est arrivé avec un vrai plan. Voilà, il a le mérite d'essayer de remettre ça dans la compétition. C'est un peu chouette, c'était un petit peu l'initiative de ProDrive au début. Depuis quelques années, c'est de la Formule 1. Alors il a repris une écurie qui était en PLS et l'a renommée Aston Martin, donc c'est un peu cool. Il a aussi fait de la Formule 1 parce que son fils voulait absolument faire de la Formule 1. Évidemment, et donc faire courir son fils. Voilà. Et à chaque fois c'est drôle parce que forcément il y a Alonso et Stroll. Et du coup c'est toujours drôle parce que vraiment genre t'as Alonso P5, Stroll P14. Tu sens que Stroll il est là, c'est gentil. Alors c'est pas un peintre, hein, s'il est en F1, c'est que c'est quand même qui roulotte là monsieur. Oula. Oui. Tu sens que la place est peut-être un peu forcée quand même, il y en a peut-être d'autres qui méritaient plus. C'est pas juste dans les deux sens, c'est pas juste parce qu'il y a d'autres gens qui méritent mieux, et juste parce que papa est blindé, donc pardon, il a acheté une écurie de Formule 1. Et c'est vrai que dans l'autre sens, c'est injuste parce que ça reste quand même l'un des meilleurs pilotes du moment dans le monde, c'est-à-dire que c'est un mec qui conduit vraiment super fort. Parce que même P22 en F1, t'inquiète, t'es pas le dernier des enculés. Hein. Ah, j'ai envie de crever!
Bon, j'aime bien en tout cas ce que ça devient un peu marketingement, la Valkyrie, tout ça, bon. Aston Martin avait déjà annoncé l'Aston Martin Valkyrie qui serait à vendre bientôt et qui reprend ce qu'a fait Aston Martin avec la Vulcan. La Vulcan a très bien marché aussi bien en termes de vente que d'image et donc ils ont renouvelé ça avec la Valkyrie. Et surtout du coup là, elle est engagée CO24, non? Après, il y a des rumeurs comme quoi Lawrence Stroll voudrait vendre l'activité F1 et par extension Aston Martin. Lui, il s'est fait son bif et ça reste un homme d'affaires. Il paraît dans les paddocks que même lui commence à en avoir un peu ras le cul du comportement et des résultats de son fiston. T'as vu l'image où il tape un de ses ingés? Trainer there just coming over to have a chat, then Très sympa comme garçon. Et en tant qu'homme d'affaires, ça rentre. C'est-à-dire que s'il vendait là, il vendrait plus cher que ce qu'il a acheté, donc il fait un bénéfice, donc il rentre dans ses clous, donc pourquoi pas. Certains se disent que peut-être que l'annonce d'Aston Martin en endurance dernièrement ne serait-ce pas pour mettre un petit coup de hype Juste avant de revendre. pile poil avant une vente, histoire de gagner 100 millions de plus au passage. Et puis tu t'en fous, toi tu seras pas là, donc tu fous juste la merde pour les prochains. Voilà, merci de nous avoir regardés, on espère que vous avez apprécié ce Vultech un petit peu plus léger. Ah bah abonnez-vous déjà à la chaîne, sur Insta, il y aura des essais d'Aston Martin la semaine prochaine. Si vous avez une Valkyrie à prêter. N'hésitez pas. Et bah ciao, merci de nous avoir regardés et puis gros bisous. C'est-à-dire que la norme, vraiment... Ah, il n'y a plus de batterie. Non, bah en fait c'est juste que la batterie est morte. Mais du coup je l'ai branché quoi. Donc tout va bien.